Qui peut comprendre la logique des empires? La musique que vous entendiez tout à l'heure, c'est ceux qui chantent et celles qui chantent. Heureuse la majesté du royaume de David. Or aujourd'hui, au Proche-Orient, comme cette chronique nous suit depuis des années, voici que le royaume revient. Et de subtilité en subtilité, ce royaume se conjugue à l'ancienne, comme le royaume perse. Les Phéniciens ont vécu avec les Perses vers le VIe siècle. Tyr, et surtout Tyr et Sidon, peut-être pas Byblos, rebelles à cette présence. Ils se sont ralliés à Alexandre pour chasser les Perses. De même que les Grecs, quand Alexandre a rayonné de son pouvoir à travers le monde et brisé plus qu'une divinité pour en être lui-même victime d'une telle ambition qu'Aristote lui reprocha. Il lui reprochera d'être justement considéré comme Dieu et non pas un simple homme. Et ça sera sa perte. Et l'empire d'Alexandre éclatera au Proche-Orient. Cela donnera les Séleucides, la Syrie. Cela donnera le Liban, ses ports, ses montagnes. Et le grec sera parlé comme au temps d'Échille, comme au temps de Socrate. Les Romains arriveront après, mais même chose, il fallait vivre avec les Romains. Et les Romains savaient diviser. Et la paix romaine n'est autre chose qu'une paix violente, forte, qu'on impose par la justice, qu'on ne reproche pas à Trump d'imposer la paix là où il fait comme les empereurs romains, car c'en est un. Et puis après toute cette époque médiévale, nos croisades, qu'a fait ce Proche-Orient sinon vivre avec les croisés, avec les Francs, avec ceux d'Ardennes, avec ceux de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, avec les Ponces, avec les comtés. Ils ont vécu avec eux. Et ces royaumes ont su unir comme ils ont su diviser. Le régiment d'Ascalon était fait de Bédouins et ce régiment était allié aux croisés, figurez-vous. Il guidait les chevaliers dans le désert et quand Saladin a réussi à détourner les Bédouins de cette alliance, il a gagné. Et c'était la fin de Saint-Jean d'Acre. Mais les Bédouins vivaient avec les croisés. Ils ont accepté leur aide contre les Seldjoukides. Et je passe les 4 siècles de l'Empire ottoman, que je n'aime pas beaucoup, mais son principe est unique, divide ut regna. Pardonnez-moi le latin, il ne s'agit pas d'une messe, mais presque la messe de l'histoire, diviser pour régner. L'Empire ottoman et ses sultans n'ont fait que cela. Ils ont divisé les Maronites contre les Druzes et ils sont venus les réconcilier. Ça n'est qu'un exemple, mais ça a provoqué les massacres des chrétiens en 48, en Syrie. La Vigerie est arrivée pour les sauver à Abdelkader, de Beyrouth à Damas, pour les cacher contre ces exactions et ces massacres. De même qu'en 1860, on a divisé pour régner. Puis ce fut les 2 empires français et anglais, acceptés par le président Wilson, bien sûr, pour donner au monde la chance d'une nouvelle démocratie, d'une nouvelle liberté. Et depuis les accords de Sykes-Picot, si vous faites le saut de 1920 jusqu'à 2020, vous voyez l'évolution de cette région. Et l'on se retrouve aujourd'hui devant l'ombre d'un empire que personne ne veut encore reconnaître et qui n'est autre que l'empire américain à travers son alliance avec Israël. Moi, je l'appelle le royaume de David parce que la Judée et la Samérie seront réunifiées autour de Jérusalem, déjà livrée tout entière. Et depuis 70 ans et encore, on ira pour comprendre que les Arabes n'ont pas gagné leur guerre et qu'ils, avec leurs milices, traités de fils de chien d'Abbas lui-même, c'est-à-dire ceux qui négligent leur famille, qui ne libèrent pas les otages pour sauver une région qui est presque détruite. Et voici qu'Israël occupe le Liban, 5 collines du sud les plus belles qui donnent sur la Galilée et sur le Litanie. Et voici qu'elle occupe le Golan. Et voici qu'Israël fait ce que les Turcs ont fait, c'est-à-dire elle divise pour régner. La Syrie, aujourd'hui, est attaquée par des éléments extrémistes qui s'attaquent aux Druzes, et ce sont les officiers d'Israël qui disent « on ne touche pas à la communauté druze ». Ils sont au Golan, ils ont un régiment, et voici qu'Israël intervient comme les pachas turcs pour séparer les Druzes des islamistes sunnites, ces Druzes qui insultent le prophète et ceux qui massacrent les Druzes. Et M. Jumblat au Liban va dire « attention, c'est l'élément diviseur », mais en fait, il est ravi que l'armée d'Israël puisse intervenir pour éviter ce massacre. Divider ou régner. Voici la logique de l'Empire. Est-ce que le Liban, présidé par un général honnête, le général Joseph Aoun,
que les Américains connaissent par cœur parce qu'il a fait ses études au Pentagone, que les Américains approuvent. Est-ce que le général va pouvoir convaincre les Américains à ce que le Liban et toute cette région échappent à une division semblable à celle de l'Empire ottoman? Car les Turcs ont pu garder cette division, figurez-vous, pendant 4 siècles. 4 siècles. Et la grande puissance qui était derrière est bien sûr l'Allemagne. Mais comme l'Allemagne a perdu cette Deuxième Guerre mondiale et que le rêve de l'empereur lui-même, depuis la première, a été un rêve de ruine, comme le temple de Baalbek, qu'il a ressuscité, sans ressusciter au fond le génie germanique qui allait peut-être à l'époque dominer tout le Proche-Orient, et nous serions en train de parler allemand, peut-être aujourd'hui, plutôt que français ou anglais. Il n'a su que ressusciter l'esprit de la Pax Romana, de la paix romaine, de cet empire qui ne cesse de revenir, de Rome qui va peupler le monde par son génie de la raison, mais aussi de la force. Alors, dans mon journal Libre des jeunes aujourd'hui, Alexandre n'est pas avec moi. Alexandre fait ce que tout Français doit faire, il fait des enfants. Il en est au 7e. Je lui souhaite tout le bonheur s'il m'entend et que sa femme, qui fut une étudiante que j'aimais beaucoup, prof de lettres, puisse elle aussi donner à la France ce qui lui manque, la jeunesse. Or, la jeunesse m'entoure. Et j'ai avec moi mon invité principal que vous connaissez, je n'ai pas besoin de la présenter, mais je la présenterai à ma manière pour la provoquer. C'est Catherine Rouvier. Faites, cher ami. Alors, Catherine Rouvier, si quelqu'un vous dit « Qui êtes-vous » vous répondrez par quel mot? Qui êtes-vous, Catherine Rouvier? Je suis moi. Vous. Et la scène politique vous connaît, quoi. J'essaye de la connaître. Surtout. Et les Rouvier, on les connaît maintenant sur 3-4 générations. Il y a le père, le grand-père. Et qu'est-ce que vous pensez? Si vous avez à évoquer cette généalogie, vous irez jusqu'à celui de Marseille? C'est l'arrière-grand-père qui a lancé, parce que jusque-là, on ne s'occupait pas tellement de politique dans la famille, on s'occupait, comme vous venez de le dire, à faire des enfants. On avait beaucoup d'enfants, 6 enfants, 12 enfants du côté de ma grand-mère, etc. Et donc le premier, ça a été Gaston Rouvier, qui est monté de Sète, d'où il était natif, jusqu'à Paris après des études à Aix-en-Provence. Et donc, il était rédacteur au Temps, pour commencer, le grand journal de l'époque. Et puis, il a été chef de cabinet de Clémenceau. Donc là, il a été plongé dans ce bain actif. Il a témoigné au procès. Il y a eu plusieurs procès à cette époque, Stavisky, etc. Il a beaucoup travaillé sur la sécurité intérieure. Hein, ensuite, il a été préfet IGAM, comme on disait, c'est-à-dire après la guerre, ça regroupait plusieurs... et dans les Vosges. Et ma foi, ensuite, il a disparu et je suis née à peu près... Voilà, je suis née un petit peu après. Mais vous avez repris l'héritage par les études de sciences politiques, la politique elle-même. Oui, mon père. Alors, mon grand-père, non. Mon grand-père, lui, paternel, était dans l'industrie, dans le papier. Il voyageait beaucoup en Suède. À l'époque, c'était... Et aujourd'hui, il serait malheureux car il n'y a plus beaucoup de papier. Mais... Et donc, c'est mon père qui a repris... Mon père avait une fascination pour son grand-père. Et donc, il a été plongé dans la politique tout petit. Et moi, toute petite, je relisais les épreuves des thèses de mes parents, ma mère archéologue et mon père historien du droit. Donc, je me souviens très bien, je disais « Éode Locke, page 12 », etc. Donc, le latin, j'ai appris un peu comme ça. Ce qui vous a préparé à écrire une excellente thèse sur la psychologie de la foule de Gustave Le Bon, oui, qui est inégalé et très pompé partout, mais on ne le cite pas. Non, parce qu'il est en enfer, Gustave Le Bon, hein, dans l'enfer des Sorbonnards, plus précisément, de la Sorbonne. Voilà. Et moi, étant en fac de droit, je n'étais pas du tout au courant qu'il était mal considéré par la Sorbonne. Donc j'ai foncé quand j'ai découvert. Je me suis dit, mais c'est le chaînon manquant. Ce livre, d'ailleurs, est la continuation, en fait. Hein, bien sûr. Je me suis dit, le chaînon important, c'est le chaînon psychologique qu'on néglige totalement. Totalement, c'est fascinant. On fait comme si le citoyen était un être de pure raison, ce qui apparaît de moins en moins vrai. Et vous l'avez bien compris, car dans votre dernier ouvrage, car vous avez commis non pas un crime, mais un ouvrage, mais derrière chaque livre, il y a parfois un crime. Les histoires d'amour, j'en connais beaucoup de femmes à l'époque de Flaubert qui se sont suicidées après avoir lu Madame Bovary pour provoquer
inspiré un roman. Alors, ce livre, c'est La France Colin Maillard. J'adore votre couverture aux presses de la Délivrance, car c'est une jolie mannequin qui peut nous rappeler une Jeanne d'Arc. Pourquoi avez-vous choisi cette jolie fille et vous ne vous montrez pas Écoutez, ses yeux? Mais non, parce que justement, Colin Maillard veut dire avec les yeux bandés, puisque Bien c'est un sûr, jeu où on a les yeux bandés et on doit, à tâtons, chercher des gens qui bougent autour de vous. Et quand on réussit enfin à en attraper un, là, on est délivré. Mais justement, je dis que les Français n'arrivent pas, précisément, même en tendant leurs mains, à trouver. Et dès qu'ils trouvent quelqu'un, on leur enlève. Comme on leur a enlevé un jour Fillon et comme on leur enlève maintenant Marine Le Pen. Bien. Donc, ça a été écrit en novembre. Et donc, la 4e de couverture, je dis effectivement, quand enfin il croit en saisir un, on le lui escamote. Fillon, hier, Marine Le Pen demain. Donc, c'était écrit, en fait, fin novembre. Donc, c'était Absolument. pas sûr que ça allait arriver, mais malheureusement, je le craignais. Il y a des temps prophétiques. Alors, autour de vous, comme c'est le journal libre des jeunes, je ne fais que, en tenant cette chronique du Proche-Orient avec Alexandre, on invite les jeunes. Vous êtes entouré de ceux que vous avez aimés, des franco-libanais et de franco-syriens, parce que vous avez été prof à l'université de Beyrouth. Quand vous avez prononcé le mot de Balbec, je me suis sentie de nouveau Vous avez donné emportée des là-bas. Mes étudiants étaient tellement charmants qu'ils m'ont fait voir tout le Liban. Ils m'ont emmené dans tous les endroits magnifiques, et notamment Balbec. Et j'en ai un souvenir ému. Alors, je laisse Aglaé, qui est presque une chroniqueuse chez moi, mais quand elle le veut. Moi, mes chroniqueuses sont des fantaisistes, mais elle m'a invité aujourd'hui avec elle. Aglaé, vous me présentez ces deux jeunes, où ils vont participer à notre discussion, poser des questions déjà sur le Proche-Orient, parce que je vous ai provoqué en dire que nous sommes dans l'empire d'Israël américain qui commence. Ils vont diviser pour régner. Je vais voir votre réaction, celle de Catherine, qui réfléchit sur la science politique. Et alors, Aglaé, vous m'avez invité qui? Alors moi, c'est Axel. Axel. Mais vous m'avez dit Aglaé comme pseudonyme. Donc Ah oui, c'est pas non. mieux, non? Non. Voyez-vous, on fait de la diplomatie ouverte comme Trump à la Maison-Blanche. Vous ne m'aviez pas dit que vous préférez Aglaé. Non, Donc. mais c'est un joli nom, Bah, un vous joli êtes- prénom. Donc, Aussi joli que vous, Axel. Ah, ça, c'est du féminisme, direct, dire à une jolie Oui, attention, femme. attention, Non, c'est réprimé maintenant. C'est même Attention. réprimé. Ouais. Ça- Bon. Si elle se plaignait, elle ne se plaindra pas. Mais si elle Bah. allait se plaindre en disant « Il m'a fait des compliments au début de l'émission, c'est pas En plus, normal. c'est en direct. en plus, D'accord. en Ben, plus. je vais être obligé de ne pas être d'accord avec vos idées à ce moment-là. Alors, Axel. Alors du coup, oui, 3 jeunes. Donc je vais commencer par Rita, qui est franco-syrienne. Pardon. Bonjour. Rita. Bonjour. Heureuse Youssef, d'être là. Youssef Charbed Akel. Oui, c'est bien ça. J'espère ne pas avoir écorché votre Pas du tout. nom, C'était parfait. qui est étudiant à l'Institut catholique de Paris, avec une spécialité sur relations internationales. Sur la sécurité internationale, géopolitique et sécurité internationale. Merci. Et puis nous avons aussi Serge Kamel, qui est un jeune professionnel franco-libanais, qui n'est pas avec nous en présentiel, qui est au téléphone. Serge, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Bonjour Axel, bonjour Antoine-Joseph, bonjour Catherine. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et merci pour l'invitation. Merci. Antoine, comment est-ce que vous Voilà, voulez moi, bien sûr, les jeunes là sont bienvenus et je vais commencer par vous poser la question. Catherine va vous écouter parce qu'après, avant de rentrer dans la politique française avec elle et ce livre, je l'appelle semi-prophétique, Catherine. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et en même temps, l'histoire vous a donné raison, puisqu'il s'est passé ce qui s'est passé pour la malheureuse Marine Le Pen, au nom du droit et de je ne sais quelle justice. Mais les deux jeunes vont réagir à ma chronique. Je ne vous demande pas d'être d'accord, mais pour moi, elle est simple. L'empire américain-israélien s'installe dans la région de plus en plus avec force. Ils occupent la Syrie, le Liban, ils peuvent aller jusqu'à l'Iran et bombarder, et ils divisent pour régner. Alors, ceux qui sont du Liban, et c'est déjà de Syrie. Comment vous voyez un peu ce qui se passe actuellement là-bas après l'affaire d'une armée d'Israël qui dit « je protégerai les Druzes, attention ». Bah, déjà, il faut parler d'avant. Il ne faut pas Oui. parler d'aujourd'hui, en fait. On a bien vu en 2003 les Américains débarquer en Irak. Ça a commencé par là. Peut-être même avant, j'étais pas née. Donc voilà, moi, je me rappelle de ce 2003. Et puis, en fait, petit à petit, chez nous. Donc, en fait, l'armée américaine a envahi la Syrie 2019, si je ne me trompe pas, vers fin 2019, sous Trump.
Donc voilà, ce grand protecteur qui, voilà, on l'appelle souvent comme ça, à la fin c'est un envahisseur comme tout autre président américain. Donc ça a commencé par là et ils sont toujours présents. L'armée américaine est toujours présente en Syrie. Alors bien sûr, oui, elle aide Israël et Israël est présente en Syrie depuis plusieurs décennies. J'étais pas née dans le sud de la Syrie. Elle prend de plus en plus de place, surtout depuis décembre. Et on ne sait pas jusqu'à où ils vont y aller, quoi. Mais on sait très bien qu'ils veulent nous diviser. Alors, je ne me rappelle plus exactement c'est quel ministre. Je ne me rappelle plus, mais c'était un ministre israélien, il y a 2 jours, il a dit qu'en fait, il faut diviser la Syrie. Donc, c'est clair et net. Il n'y a pas plus clair que ça. Donc, je dirais, le principe de l'Empire ottoman divisé pour régner s'applique de nouveau parce que, ayant accepté que les milices islamistes extrémistes prennent le pays, de chasser ce qu'on appelle le régime d'Assad, une vieille dictature de 53 à 54 ans, que les Russes abandonnent aussi Assad, j'ai l'impression que la coalition américaine n'est pas la seule à vouloir la division de la Syrie. Ah non. Et que Poutine garde son port, je crois toujours, Oui, à l'attaquer. exactement. Mais les deux, l'attaquer et Tartous, il les garde à peu près. Oui, pour le moment. Donc, c'est presque une coalition presque internationale de 2 grandes puissances pour laisser la Syrie en faction comme Et je ça. dirais aussi avec l'Europe. Il ne faut pas oublier le rôle des Européens, surtout... Alors, comment vous voyez le rôle de l'Europe là-dedans ? Écoutez, il faut voir combien l'Europe paye, donc donne de nos impôts, des vôtres, de chacun d'entre nous, de tous ceux qui écoutent, en tant que millions et milliards d'euros à ces gentils rebelles. Donc, je dis gentils rebelles, c'est comme ça qu'on les appelle dans les médias français. C'est comme ça qu'on les a toujours appelés. C'est comme ça que Fabius les a dit. Il a dit que Al-Nusra, qui est une branche d'Al-Qaïda, fait un très bon boulot sur place. Donc, du coup, en fait, oui. Il ne faut pas oublier que ce sont des millions, des milliards d'euros qui sont envoyés à ces personnes-là. Voilà, mais vous m'avez l'air très, très au courant de en fait, chiffres. Par exemple, je vous invite à regarder les votes du 28 février l'année dernière, 2024. Donc, c'était bien avant tout ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Il n'y avait rien en février 2024. Donc, je vous invite à voir, c'était donc encore dans l'ancien Parlement européen, avant les élections qui ont lieu en juin dernier. Et je vous invite à voir les noms des personnes qui ont voté, les Français, qui ont voté, les députés français qui ont voté pour donner et aider ces personnes-là. Vous serez très, très, très choqués des noms. Il est temps que les Syriens s'expriment. Alors, Catherine Rouvier, comment vous réagissez à la Est-ce que par hasard, ces noms seraient du Parti socialiste? Alors ça, bien sûr, mais il y en a certains qui se disent comme plus ou moins défenseurs de chrétiens d'Orient, qui figurent parmi ces noms-là. Ah, d'accord, chez la droite centriste, par exemple. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà, ce qui s'est passé pour nous, vu de l'intérieur. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le pays, mais je ne prétends pas avoir beaucoup de science sur ce qui concerne ce Moyen-Orient bien compliqué pour nous. Et simplement, ce qui s'est passé sur le plan interne, c'est qu'effectivement, on a été révulsé plusieurs fois par les prises de position de la gauche et que du coup, nous, on était assez pro-Assad et nous avions eu des discussions où vous me disiez, mais non, c'est une horrible dictature. Et moi, je disais, c'est toujours mieux que les islamistes. Voilà. Donc, on s'est tous un petit peu positionnés comme ça. Et donc, on est évidemment navré de ce qui se passe. Et alors, bon, je pense que Vladimir Poutine, lui, est un peu trop occupé de l'autre côté. C'est aussi ce qui a provoqué parce qu'il tenait quand même, lui aussi, il soutenait le régime Assad, très clairement. En fait, on a été vendu pour l'Ukraine. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Et là, bien sûr, ça, vous avez dit le mot qu'il faut, c'est que Trump, adepte de la géopolitique rapide, c'est un homme d'affaires, il n'a pas la patience des diplomates et des hommes politiques pour attendre. Il dit, il faut que ça soit en 24 heures, etc. Du coup, il a dit à Poutine, vous prenez votre Donbass et les 20% de l'Ukraine et la Crimée, mais vous nous donnez la Syrie. Mais quelle Syrie? Mais une Syrie pas unifiée, pas livrée à une opposition que je connais, qui est démocrate, ouverte, prête à prendre le pouvoir après Assad. Et il y a des gens que je rencontre ici à Paris qui sont d'une qualité supérieure, des professeurs qui sont prêts. L'opposition syrienne est très forte. Il l'a livrée à ces milices. Alors, quelle est votre réponse? Pourquoi cette milice a été choisie alors qu'elle représente un danger terrible? Parce qu'en fait, il a toujours été avec eux.
Moi, Et alors, avec vous, pourquoi être avec une milice qui ressemble, qui est un peu à l'attitude de l'Amérique en Afghanistan le pays. Donc, bien sûr. Ils veulent diviser ce Bien pays. sûr, mais ils veulent que ce soit le Nord. Moi, j'ai peur qu'un jour, moi qui viens d'Alep, qu'Alep fasse partie de la Turquie. Pour moi, c'est inenvisageable. Mais c'est tellement violent. Moi, mon arrière-grand-père, en fait, il est survivant du génocide. Donc, non, en fait, j'ai du mal. J'ai mes origines arméniennes, moi ça fait mal. En plus, ce que j'ai vécu moi personnellement pendant la guerre à Alep, les Turcs ont fait des atrocités, vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer ce qu'on a vécu moi pendant toutes ces années de guerre à Alep. Donc, que je devienne turque, moi je la prends comme une insulte. C'est vraiment mettre un gros couteau dans le cœur. J'ai du mal avec ça. Est-ce qu'on va aller jusqu'à livrer le nord de la Syrie Ça a été déjà fait. Je vous rappelle que Alexandrette, à qui est-ce qu'elle appartient aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de Antioche, de Mersin, de Gaziantep, de Mardin, tout ça? C'est rien. Donc, chère Catherine Rouvier, vous qui êtes avec les juristes et les hommes de droit, les frontières inamovibles décidées par l'ONU en 1954, je crois, bougent quand même. Les guerres font bouger les frontières. Et ça n'est plus un principe de droit international. Mais surtout, c'est un principe qui n'est pas appliqué de la même façon par les uns et les autres. Quand on a créé le Kosovo, on ne s'est pas préoccupé de ne pas bouger les frontières, si je me souviens bien. Ouais. Donc, il y a un tropisme. Alors, ça ne va peut-être pas vous plaire, cher Antoine, que je dise ça, mais encore une fois, c'est une vue française et de l'intérieur, et de quelqu'un qui n'est pas à gauche, comme chacun sait. Et donc, nous, ce qu'on voit partout, c'est que quand c'est l'islam, voilà, tout est possible. Par contre, quand c'est pas... Alors, l'islam, d'autant plus quand il est virulent, comme Bien sûr. quand il est... Tout est possible, alors qu'ailleurs, non, quand c'est des chrétiens, mon Dieu, alors là... les Arméniens, malheureusement, voilà. Les Arméniens, c'est toute une émission que je referai. Donc, il y a une... Et je vous inviterai, vu votre tempérament... je pense qu'il y a très calme. Il y a vraiment Youssef. il y a vraiment une inégalité de traitement. Ah, ça, c'est certain. Très clair. Bien sûr. Certain. La cause arménienne m'est très chère et on va revenir. Alors, Youssef, qui est franco-libanais, lui, vous n'avez pas eu Catherine Rouvier comme prof? Non, je ne l'ai pas eu comme prof, mais j'aurais bien voulu. C'est gentil. Vraiment. Vous auriez Mais eu je mettais des mauvaises notes aussi. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui ne flatte pas les étudiants. C'est Alors, ce qu'il faut. mon cher. Alors, Youssef, comment vous réagissez à ce qui se passe? Est-ce que vous suivez, puisque vous faites des études de sciences politiques? Alors, en ce qui concerne aujourd'hui la politique actuelle au Proche et Moyen-Orient, tout d'abord, comme vous le savez, moi je suis franco-libanais, j'ai vécu là-bas pendant 24 années. Et vous portez le nom de Charbel. Et Vous oui. faites des miracles aussi? Saint-Charbel. Oh, loin de là, loin de là. Je vous assure, loin de là. Mais je pense que le Liban est passé par des périodes qui étaient pas du tout faciles, notamment depuis la crise de 2019, l'explosion du port de Beyrouth, après les tentatives successives de déstabilisation politique, mais surtout aussi, nous avons eu un vide présidentiel et un gouvernement qui était chargé des affaires courantes de 2022, donc du 31 octobre 2022, jusqu'à très récemment, jusqu'à l'élection justement de l'ancien commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun, à la présidence de la République, le 9 janvier 2025. Mais à mon avis personnel, en ce qui concerne le Liban, je pense que le Liban recommence à respirer un peu. Nous étions pendant plus de 35 ans un peu entre le marteau et l'enclume, si vous me le permettez, que ça soit après la guerre civile du Liban qui est terminée depuis 90, que ça soit après en 2005 avec la révolution du Cèdre, mais qui malheureusement a été étouffée, donc révolution du Cèdre contre l'occupation syrienne au Liban. Et après, l'hégémonie iranienne, entre guillemets, qui a eu son mot à dire quand même dans la région du croissant fertile, donc Iran, Irak, Syrie, Liban et après territoire palestinien. Et je pense que l'élection du président, Joseph Aoun actuel, je pense que c'est le début. On commence à voir la fin du tunnel, si on peut dire ça comme ça. On commence à voir la fin du tunnel. D'ailleurs, le 13 janvier 2025, il y a eu la nomination du juge de la Cour internationale de justice, Nawaf Salam, en tant que Premier ministre. Directement après, il y a eu la formation d'un gouvernement en février 2025.
mais ça ne s'est jamais produit au Liban d'avoir la formation d'un gouvernement aussi rapidement, normalement ça prenait des mois et des mois parce que chaque entité politique voulait avoir son mot à dire, voulait avoir tant de ministres au sein d'un cabinet, voulait avoir tel portefeuille, tel ministère pour dire voici ma force sur le terrain, donc j'exige d'avoir tel portefeuille, tel ministère et tel nombre de ministres. Et donc, directement après, il y a eu la nomination de Rodolphe Haïkal, le nouveau commandant en chef de l'armée, qui est quelqu'un, je pense, de très bien, qui est dans une lignée successive de celle de Joseph Aoun quand lui était commandant en chef de l'armée. Et récemment, il y avait Karim Saed qui est devenu nouveau gouverneur de la Banque centrale après bien sûr, l'histoire de Riyad Salamé, qui, aussi désolant que cela pourrait être, a quand même fortement contribué à cette crise financière au Liban. Et je pense que Karim Saed, il va devoir faire aussi ses preuves en tant que gouverneur de la Banque centrale. Voici mon avis en ce qui concerne le Liban. Donc très optimiste, Youssef. Je dirais pas très optimiste, mais je pense qu'on commence à voir le début de la fin du tunnel. Donc on commence à voir la lumière à la fin du tunnel. Je pense que si nous continuons comme ça, le Liban pourra à nouveau, petit à petit, se reconstruire, et puis réattirer les jeunes pour qu'ils puissent s'investir là-bas aussi, mais surtout aussi... et c'est là où je dis la diaspora libanaise est quand même très importante. C'est pendant la crise de 2019 jusqu'à récemment 2024-2025, c'est grâce à la diaspora libanaise que le pays a pu aussi un peu se stabiliser. C'est par les aides qui ont été fournies par cette diaspora. Surtout américaine, puisque l'ambassadeur actuellement des États-Unis au Liban, l'ambassadeur Issa, est d'origine libanaise. Trump a nommé justement un Libanais d'origine, comme son gendre d'ailleurs, est marié à sa fille Tiffany, et aussi d'origine libanaise. Catherine Rouvier. Oui, j'ai une question. Votre exposé est tout à fait éclairant et m'apprend beaucoup de choses. Mais il y a une chose que je ne sais pas, peut-être je suis naïf sur cette question. Comment ça a été possible que M. Aoun prenne ce poste? Parce que nous, on avait l'impression, vu d'ici, que c'était fini pour lui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la façon suivante. En fait, depuis le 8 octobre 2023, donc un jour après les attaques du Hamas à l'encontre d'Israël, le Liban est devenu aussi un front de soutien pour le Hamas par le biais de la décision qui a été prise par le Hezbollah libanais, qui a quand même un arsenal militaire fourni et surtout fortement soutenu par la République islamique d'Iran. Et donc le sud du Liban, le Liban sud, est devenu un terrain de manœuvre. De soutien pour les militants du Hamas. D'ailleurs, ils ont mené pas toutes, mais ils ont mené certaines opérations depuis le sud Liban. Le Hezbollah a mené certaines opérations, mais toutefois, il a quand même gardé quelques réserves. Mais je pense que l'événement qui a contribué en fait à ce que politiquement il y a cette accélération en fait de ce qui s'est passé, l'élection de Joseph Aoun, le Premier ministre. Ça nous a vraiment surpris ici, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il était le chef du Hezbollah, enfin jusqu'ici. Mais je vais vous dire, en fait, c'est justement l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le 28 septembre, le 28 ou le 29, je ne me souviens plus, mais en septembre 2024, qui a vraiment, ça a été un moment où le processus de blocage a commencé en fait à petit se débloquer. Parce que effectivement, Hassan Nasrallah, certes, un chef charismatique pour beaucoup de Libanais, mais tenait en otage le Liban pendant plus de 20 ans et en appliquant une politique iranienne. Je comprends mieux. Voilà, mais je suis très, très vraiment heureux d'entendre une voix optimiste. La voix douloureuse de Rita aussi, elle a de l'optimisme, parce que c'est une guerrière. Bien sûr. N'est-ce pas? Alors, nous avons Serge au téléphone. Est-ce que Serge m'entend? Oui, je vous entends très bien. Alors, Serge, vous êtes sur le front, celui du sud du Liban ou celui d'Alep ou celui lequel? Là, vous me parlez de quel front? Actuellement, je suis sur le front du sud de la France. Eh ben, bravo. J'attendais, je voulais absolument. Alors, Serge, vous faites quel genre d'études vous-même?
financière? Moi, je ne suis plus étudiant depuis un moment, donc je travaille dans le secteur du privé. Je suis commercial dans un cabinet de conseil en informatique. Ce qui est original Donc, pour un Libanais d'être commercial. Hein. C'est ancré. Ils sont tous moines un peu. Alors Serge, votre analyse, et je vous interromps plus, vous parlez du Sud, donc vous êtes sous le soleil de la Côte d'Azur. Voilà, à peu près pas exactement, mais tout à fait. Je vous parle de là-bas, c'est pour ça que je n'ai pas pu être avec vous dans le studio aujourd'hui. Donc, par rapport à ce qui a déjà été dit, je ne peux faire qu'être d'accord avec Youssef Charbel. Donc, je vais essayer de ne pas faire de redites, mais aujourd'hui, en effet, le Moyen-Orient est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs ethnies qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui ne sont pas protégées par les mêmes pouvoirs. Donc, on a vu que certaines ethnies sous l'Empire ottoman étaient plutôt protégées, contentes et n'étaient pas en danger comme par exemple les chrétiens. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, donc la chute du pouvoir Assad récemment, qui a été une surprise très agréable pour une très très grande partie des Libanais, n'a pas été une joie pour certains Syriens. Donc on a pu l'entendre par la voix de Rita. Et aujourd'hui, mais pour ces Libanais-là qui ont été contents, en effet, que c'est un renouveau. C'est le début d'une nouvelle ère, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis les années 80 jusqu'en 2005, il y avait le Liban qui était occupé par l'armée syrienne du régime Assad. Et donc, c'est la période dans laquelle je suis né aussi au Liban. Et je me souviens que ce n'était pas non plus la période la plus agréable. En 2005, il y a eu une première étape qui a été faire partir les soldats syriens du Liban. Et on pensait que ça allait être bon à ce moment-là. Sauf qu'on avait oublié que le Hezbollah, qui se faisait quand même un peu discret quand il y avait l'armée syrienne, a pris la main sur le Liban de manière diverse et variée, parce qu'ils n'ont jamais manqué d'imagination, que ce soit sur la partie financière ou que ce soit sur la partie militaire, en prenant des initiatives qui n'étaient pas forcément dans l'intérêt du Liban, comme ouvrir des fronts qui n'étaient pas vraiment dans notre intérêt, surtout quand on est très affaibli militairement et qu'on n'a pas besoin de rajouter une guerre à la crise, ou bien avec tout ce qui a permis l'effondrement de la monnaie libanaise, donc en 2019, et l'inaction du Hezbollah, voire le déni de ce qui a pu se passer en 2020 avec l'explosion du port de Beyrouth et le refus de comparaître devant les tribunaux pour savoir quelle est leur part de responsabilité là-dedans. Donc aujourd'hui, le fait d'en avoir fini avec Hassan Nasrallah, comme le disait Youssef Charbel, d'en avoir fini avec Bachar el-Assad, nous permet pour la première fois, je parle pour moi, de sentir que le Liban prend lui-même ses initiatives. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai l'impression qu'on a un Liban souverain, un président qui est un grand patriote quand même. Donc déjà, c'est un militaire, et il faut bien souligner et le rappeler que le général Joseph Aoun n'a rien à voir avec le général Michel Aoun qui était président avant lui. Oui, non, c'est une autre époque. C'est une autre époque d'histoire. Mais c'est la même famille. Non, ils sont pas proches. Ils sont pas proches. D'accord. Oui, finissez, Serge. En fait, la famille Aoun, c'est comme la famille Martin en France. On peut en trouver dans l'est de la France et dans l'ouest, et ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas les mêmes racines. Donc hier, je rencontrais quelqu'un qui me disait mais Serge, comment tu peux soutenir le général Joseph Aoun, parce qu'on sait quand même que la famille Aoun sont corrompus, qui sont alliés du Hezbollah. Hein. Je dis non, mais j'ai dit qu'ils n'ont aucun rapport tous les deux. Donc Joseph Aoun est un militaire, un patriote qui a montré ses preuves, notamment sur le front contre Daesh. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il a un très bon bilan là sur donc il a été élu en janvier, sur ces 3 mois, et il regarde vers l'avenir. Donc aujourd'hui, en effet, on voit le bout du tunnel arriver. Oui, reste la grande question qui l'inquiète, j'ai écouté son dernier discours, c'est qu'il demande l'aide à la puissance américaine
pour faire sortir l'armée israélienne des 5 collines du sud, qui dominent la Galilée et jusqu'au Litanie, c'est-à-dire le moindre mouvement de la milice de Hezbollah dans la région, elle est traquée et détruite. Et si le général Joseph Aoun, que j'apprécie et que je connais personnellement, n'arriverait pas à obtenir des Américains le départ de l'armée israélienne et le désarmement de la milice de Hezbollah, qu'il voudrait faire d'une façon diplomatique. Il est du Sud lui-même. Ça posera un problème pour le Liban, parce que les Iraniens, s'ils ne sont pas punis très rapidement, là, pour leur velléité nucléaire, à ce moment-là, on risque d'avoir dans la région, comme en Syrie d'ailleurs, des mouvements de milices, parce qu'ils ont encore des armes. On dit 20% de ce qu'ils avaient, ils ont encore des missiles, ils sont combatifs, et ils ont un sens fou du martyr. Alors je laisse Axel réagir. Axel, je vous signale, elle aussi, elle a une émission, vous dirigez une émission. On peut vous écouter les vendredis, je crois. Voilà. Oui, le vendredi. Voilà, c'est pour vous faire une pub auprès de là. Alors, je vous écoute. Moi, j'avais une petite question pour revenir sur le Liban. Donc, vous parlez tous les deux, vous avez tous les deux une vue optimiste. On peut aussi faire. Il y a quand même une relation particulière entre la France et le Liban. Est-ce qu'il y a des mouvements, des choses qui ont bougé aussi sur ce côté-là? Serge, tu veux répondre d'abord ou tu me permets? Non, vas-y, il est Je t'en prie, par David. tour de rôle. Vas-y, D'accord. Youssef. En ce qui concerne les relations entre la France et le Liban, bien sûr, ce sont des relations qui quand même ont presque 1000 ans. Ça revient à la lettre de Saint-Louis à l'émir maronite en 1250. Cela revient également en disant que les maronites ont le même statut que les sujets francs à l'époque. Donc c'est quand même une relation qui est très importante. Justement, nous parlions du 19e siècle. En 1800, les massacres qui se sont passés... L'expédition française. L'expédition française de Napoléon III, concernant la protection des chrétiens, que ce soit au Liban ou en Syrie. Oui, c'est ça. Les martyrs de Damas Exactement. qui ont été canonisés il y a quelques mois. 10 000 morts. Et justement, la France a aussi œuvré pour la création du Grand Liban de 1920, avec l'arrivée du général Gouraud, la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, la France a vraiment un rôle, tant d'un point de vue de la diplomatie culturelle, à jouer au Liban. Nous sommes quand même un pays francophone aussi. Certains Libanais sont aussi francophiles. Mais en fait, ce qui est très important aujourd'hui à savoir, c'est que le rôle que la France jouait depuis toujours s'est petit à petit dissipé, notamment tout d'abord avec le président Valéry Giscard d'Estaing, qui, quand il est arrivé en 1974, a préféré ne pas trop se mêler de la guerre au Liban qui s'est déclenchée le 13 avril 1975. Après, quand Mitterrand est venu en 1981, eh bien, il y a eu les attentats du Drakkar en octobre 1983. Les 58 parachutistes français qui sont quand même morts à Beyrouth, la France n'a pas réagi. Bien au contraire, le président Mitterrand a demandé à ses troupes de se retirer du Liban. Enfin, là, maintenant, vous êtes content, vous avez eu Macron. Mais justement, avec Macron, je peux vous dire qu'on a eu certaines mauvaises surprises, notamment pour l'histoire du port de Beyrouth. Voilà. Oui, c'est un séducteur. Et tout séducteur. Là, je vois l'analyse qu'a fait Catherine, justement, Rouvier dans son livre de Système Macron. Vous l'avez bien saisi. On reviendra à ça. Serge, vous voulez répondre à la question d'Axel? Il se baigne déjà sur la Côte d'Azur, il ne nous écoute plus. Alors, Je vous suis. Je suis comme si j'étais dans les studios de Radio Courtoisie. alors, En effet, aujourd'hui, c'est assez un peu dommage quand même que ces relations entre le Liban et la France se dissipent. Donc à un moment, en effet, les Libanais ont vu un espoir en voyant Emmanuel Macron débarquer au Liban le lendemain de l'explosion du port. Et moi aussi, j'avoue, je me suis dit, ok, Emmanuel Macron a envie de montrer que la France est toujours aux côtés du Liban. Et il a fait des promesses sur l'arrêt de la corruption au Liban, sur les armes du Hezbollah, sur la mainmise du Hezbollah sur le pays. Sauf que quelques mois plus tard,
même aujourd'hui, les Libanais se disent mais où sont passées les promesses d'Emmanuel Macron ? Et quand je vais là-bas et que je discute avec des gens, je leur dis c'est la question qu'on se pose tous les jours en France. C'est la même que se posent les Français. Exactement. Alors, nous allons reprendre cette question d'Emmanuel Macron avec Catherine Rouvier tout à l'heure dans La France qu'on a Maillard. Et plus j'avance, plus je vais parler maintenant un peu plus de la France. Et puis, plus on va conjuguer les deux. J'ai des questions qui se sont bien sûr posées. Alors, rapidement, et je vous laisse si vous voulez répondre. Ne pensez-vous pas que la réussite du gouvernement israélien est consécutive depuis de nombreuses années aux alliances faites avec certains pays musulmans limitrophes, aux manipulations et trahisons opérées contre des pays comme l'Arménie et la France? Israël a mené une politique étrangère digne de Machiavel. Je crois que Rita serait d'accord avec cette intervention de l'auditeur. Oui. En fait, c'est juste que depuis des années, ils veulent... leur but, c'est d'avoir le croissant fertile. Donc, voilà, ils vont tout faire pour avoir ces parties-là de ces pays-là. Voilà. Et une autre remarque qui va dans le même sens, qu'Israël et son allié américain et l'Union européenne ont créé le chaos dans la région du Moyen-Orient par leur guerre et leur manipulation à diviser les populations des pays limitrophes à elles. Aujourd'hui, les pays chrétiens comme l'Arménie, 2 fois millénaires, sont très affaiblis à cause de l'impérialisme israélien à vouloir conquérir illégalement et avec la force davantage de territoire. Vous êtes d'accord, Rita? Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on oublie aussi le rôle des pays du Golfe. Oui, il y a Israël, oui, il y a l'Europe, oui, il y a les États-Unis, mais il y a les pays du Golfe. Ça, faut pas oublier. Qatar, ce qu'ils font, faut jamais oublier. Les wahhabistes, faut jamais oublier ce qu'ils Bien font en Arabie Saoudite. Donc Alors. oui, ils sont aussi tout autant, ils ont autant de sang du Moyen-Orient sur les mains, du Levant sur les mains, du sang levantin que les Israéliens, les Américains et les Européens. Alors, il y a un autre auditeur qui me reproche de vous avoir coupé la parole. En fait, non, je voulais que Catherine intervienne parce qu'elle voulait. La jeune fille syrienne était en train de nous dire que des pays européens ont contribué au démantèlement de la Syrie. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle était sur le point de nous donner les noms de ce pays, mais M. la Assaf France. s'est empressé de lui couper la parole et de lui glisser une autre question. Alors, je Ça demande complot. pardon. Ah non, il faut garder une certaine vivacité, cher auditeur, mais bien sûr, je vous écoute et je laisse Rita dire ce qu'elle a envie de Ah dire. non, mais la France nous a trahis. Vous voulez dire La- quelques noms pour satisfaire l'auditeur? C'est des députés? S'ils sont des personnes publiques, Des députés, tout comme vous avez des, le droit de le dire, n'est-ce pas, Catherine? Selon le des droit. députés, tout comme des présidents, que ce soit par Sarko, Quelques noms. Hollande, Macron. En fait, si on regarde là, comme je vous ai dit, ce qui a été... Sarko, vous voulez dire le président Sarkozy. Oui. Pas d'intimité. Si vous voulez. oui, pardon. C'est vrai que je le connais pas personnellement et ça m'intéresse Alors, pas du tout de le connaître. des noms pour satisfaire l'auditeur, c'est des En députés. fait, oui, bien sûr, les députés, en fait, seuls ceux qui ont voté abstention ou contre les aides à ces groupes-là, c'était Reconquête et RN. Donc voilà, ce sont les seuls qui ont voté Voilà. abstention et du coup, tout le reste a voté pour. C'était le 28 février 2024, les votes sont publics. Donc voilà, je vous rappelle aussi qu'en 2023, on a vécu le séisme. Moi, ça m'a détruit personnellement parce que mon père spirituel est mort sous le séisme et ça m'a beaucoup affecté. C'était un Libanais, du père de la famille Dahir. Il s'appelait Imad Dahir. Un prêtre. Un prêtre, ouais. Il est mort, voilà, sous... L'immeuble s'est effondré et voilà. Et du coup, en fait... Suite à cela, je me rappelle très très bien, la députée Joëlle Melin a demandé à Colonna, la ministre Colonna, lors des questions ouvertes à l'Assemblée, par rapport aux aides que nous, Syriens, on va avoir, puisque lors du séisme, il y a eu des énormes aides internationales envers la Turquie, mais nous, on n'a rien eu. Et Colonna avait dit à l'époque que oui, il y aura des aides, mais pour les groupes dont ils sont proches. Oui. Donc, c'est pas nous. Nous, Alep, notre côté d'Alep n'a rien eu de la France. Je rappelle que 2 mois après, non, c'était en mai, donc 2 mois après,
3 mois après, pardon, un groupe du ministère des Affaires étrangères de France, du coup, est allé d'une façon illégale en Syrie pour aller rencontrer des gens en Syrie. Du coup, ils sont entrés par la voie du nord. Je rappelle que le nord de la Syrie, les frontières n'étaient pas sous le contrôle de la Syrie. Du gouvernement syrien. C'était sous le contrôle de ces groupes-là, HTS et autres. Et ils sont entrés illégalement vers ces groupes-là en passant par la Turquie. Au départ, ils ont dit non, cela ne s'est pas passé. Alors, dans les médias français, ils ont très, très peu parlé de ça. Mais en fait, dans les médias arabophones, on a un peu plus parlé de ça. Et la France a dû dire, oui, c'est vrai qu'on est allé. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. Bien sûr. Alors, cet auditeur vous trouve passionnante. Ah bah merci. Mais il n'y a pas de demande de mariage encore, attention. Dommage. Et il vous demande si vous avez sur YouTube un média quelque chose. On peut vous écouter ailleurs. Alors, moi, je vous réinviterai bien. Non, je n'ai pas de médias sur YouTube. Bon, je vous réinviterai ici, d'ici là. Vous êtes Je tweete. Vous tweetez, oui. Sous le nom de Levantine. Ah, carrément. Bah oui, voilà. Bon, j'espère que l'auditeur m'a pardonné. On vous reproche de couper la parole aux éditeurs parfois. Moi? Oui, oui, non, tout le temps. Jamais. Je suis parfaite, moi. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque qui touche l'ancien élève des jésuites que je suis. Quand je dis divide ut regnes, bien sûr, j'ai prononcé les S, mais je suis rapide dans ma prononciation. J'aurais dû dire, cher auditeur latiniste, divide ut imperes. Ça, c'est plus juste encore. Il faut créer un empire, un pouvoir. C'est ut imperes ou ut regnes. Mais si vous n'avez pas entendu le S, c'est pas grave. Les S sifflent comme des serpents, comme dit Corneille. Sur nos têtes. Mais quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Absolument. Alors, il faut que Radio Courtoisie parle à ses auditeurs. On va l'écouter. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et là, pour préparer la séance, Serge peut rester avec nous. Je ne sais pas si on a pu avoir Héloïse d'Orléans. Ben, très bien, Héloïse Delpoule, bien sûr, mais qui est d'Orléans et qui va nous parler pour ouvrir cette séance sur la France, Colin Maillard, Catherine Rouvier. Je vais vous faire entendre la voix d'une fille d'Orléans, une cavalière digne de chevaucher comme Jeanne et sauver la France. Mais avant, j'aimerais bien, comme musicalement, vous faire entendre les variations sur la Marseillaise, qui fut une mélodie pour les rois. Monsieur Rouget de Lille n'a ajouté que la deuxième partie, sombre. Et les variations qu'a composé Eric Heitzig, que j'aime beaucoup, je fais entendre. Eric va vers ses 90 ans, mais éternelle jeunesse. Et ces variations, j'essaierai de vous faire entendre à la manière de Bach, de Handel, tous les styles jusqu'à atteindre. C'est une leçon d'harmonie, mais en même temps d'amour pour cette patrie, quoique la Révolution française n'a pas aimé ce que nous aimons toujours. Alors, Eric Heitzig, variation sur la Marseillaise.
Il y aura d'autres variations et Claudia, notre technicienne, donc chef d'orchestre, m'aidera à les écouter tout à l'heure. Mais là, je me tourne vers notre professeur, Catherine Rouvier, fille de professeur, petite fille d'homme politique, et de dire que finalement, La France, Colin Maillard, je l'ai lu et j'ai vu plusieurs accents, plusieurs couleurs. Il y a la professeure qui parle, elle est sûre de toutes les idées politiques. Les citations, on rigole pas. On sait d'où elles viennent, elles sont commentées, mais il y a aussi votre bioépique, comme on dit, votre histoire personnelle avec, comme vous dites, un professeur qui fait de la politique. C'est à peu près ça, c'est que vous êtes une professeure, c'est-à-dire nous avons la protection de la chaire, ex cathedra, et on laisse les étudiants faire ce qu'ils veulent dans leurs recherches. Parfois, nous prétendons une certaine objectivité, nous sommes les acteurs de l'ombre, nous conseillons, mais vous êtes carrément jeté dans le champ de bataille. Et vous racontez toutes ces rencontres et à peu près, vous n'êtes pas condescendante, vous êtes supérieure dans la culture politique à ces gens, mais vous rentrez dans l'action modestement et vous acceptez leurs erreurs, vous analysez leur psychologie, la psychologie des hommes politiques, surtout Marine, Zemmour, tout ça. Alors, c'est dans cet esprit que vous l'avez fait, il y a un peu de désir de se battre. Au début, il y a surtout une curiosité. J'enseigne donc la sociologie politique depuis 15 ans à peu près. Et quand j'arrive au chapitre sur les partis politiques, mon Dieu, je sais plutôt ce qu'il y a dans les livres que la réalité, puisque je ne m'y suis pas frotté. Et ce qui m'avait bouleversé en 2002, c'est ce qui s'était passé, c'est-à-dire de voir des lycéens dans les rues en train de hurler « Le Pen, on aurait dû t'avorter ». Des choses extrêmement violentes, d'une très très grande violence. Et je m'étais demandé si on était simplement en présence d'un phénomène classique de bouc émissaire, ou bien s'il n'y avait pas quelque chose de différent, quelque chose de spécifique à la France, qui fait que par une habileté extrême, mais qui, alors, tout à l'heure, on parlait des complicités éventuelles entre gauche et droite, mais là, effectivement, il y a des complicités entre la gauche qui a intérêt évidemment à fracturer la droite, et François Mitterrand était le mieux placé pour le savoir puisqu'il en venait. Donc il venait de l'extrême aussi. Voilà, justement, oui, d'une vraie droite. Donc il savait que on pouvait évidemment la scinder entre une droite libérale, etc., et une droite dite nationale ou nationaliste, qui est plus dure et plus à droite, tout simplement. Voilà. Et donc, j'ai voulu aller voir, j'ai voulu aller sur le terrain, mais au départ, ça n'a pas été prémédité, comme je le raconte, c'est Radio Courtoisie qui a été à la source de cette aventure, puisque je vois Marine Le Pen dans une émission, c'était fin 2009, donc c'est pas tout à fait hier, mais c'est pas si lointain non plus, et je la vois faire face à un journaliste, une maîtresse d'école et la classe. Alors le journaliste, c'est un journaliste qui pose des questions habituelles. Est-ce que votre père est antisémite ? Pourquoi vous n'êtes pas gentil ? Pourquoi vous ne voulez pas tous les immigrés ? Pourquoi vous ne voulez pas les soigner tous ? Alors vous allez les laisser mourir, etc., etc. Et donc, ce qui me frappe beaucoup, c'est que je vois cette femme, donc la fille de Jean-Marie Le Pen, que je n'avais vraiment pas jusqu'ici regardée. On voyait plutôt son père, c'était en 2009. Elle n'était donc pas présidente encore du parti. Et je me dis, mais comment fait-elle ? Comment fait-elle pour rester sereine, pour garder son sourire, pour continuer c'est comme si le chrétien au milieu de l'arène continuait à danser pendant que le lion lui montrait les dents. Enfin, c'était un petit peu cette image. Donc, je l'ai interviewée ici même. J'étais la première sur Radio Courtoisie à l'interviewer. Et donc, au fond, c'est elle qui... en niant le fait qu'elle était sur la même longueur d'onde que Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque au pouvoir, dont vous parliez tout à l'heure, en niant elle-même, en me disant, mais Catherine, en me disant à l'antenne, Catherine, c'est vous et moi qui sommes d'accord, c'est pas le RPR et le FN, puisqu'à l'époque, il s'appelait le FN. Cette phrase, alors je le dis, j'ai pas pu rester silencieuse parce qu'on était à la radio, mais cette phrase m'a quand même beaucoup frappée. Je m'étais présentée en 2002, justement, au moment des législatives,
j'avais été voir Charles Millon, puisque Charles Millon avait été l'un des 4 présidents de région auxquels Chirac avait dit bah non, fini. Pourtant, c'était des amis en plus. Hein. Il avait dit bah non, moi, je ne peux pas cautionner des présidents de région qui ont été élus avec les voix du Front National. Ouais, Charles Millon a essayé courageusement d'élargir la notion de donc il droite. avait fondé la droite. Voilà. Donc je me suis présenté pas sous ses couleurs parce qu'il était à Lyon, mais sous les couleurs d'Alain Madelin qui était son ami. Et donc voilà, bon, c'était démocratie libérale. Bon. Démocratie libérale avec un chef qui était quand même, comme disaient les voyous dans les rues, attention, c'est un faf. Donc c'était assez bizarre en fait. Et pourtant, dans le livre, vous dites que quand vous avez eu Marine Le Pen au téléphone, vous lui avez suggéré, vous allez devenir l'égérie de la droite. Voilà. Elle a mal réagi à ça. Voilà, au téléphone, en 2011, elle venait d'être... Bon, je l'avais déjà interviewée 2 fois. 2 fois en 2010. Et en 2011, elle venait d'être élue, c'était en janvier, si je me souviens bien. Et je l'appelle pour éventuellement faire encore une émission. Et je lui dis, est-ce que je pourrais vous présenter comme les régies de la droite ? Et elle a dit, quoi ? Pourquoi la droite ? Ah, d'accord. Donc, je me suis dit, bon... Elle veut toute la France. Il y a un petit problème, Et donc, c'est ce... Bon, si vous voulez, le propos du livre, c'est de montrer comment... Parce qu'on vit dans une illusion. On se dit, ben voilà, Le Pen, il n'était pas gentil avec les journalistes, il avait l'air de Mussolini, donc c'est normal qu'il ait été le bouc émissaire, etc. On perd de vue complètement que c'est pas vrai. Ce que je démontre tout au long du livre, Absolument. c'est que ce sont des idées qui sont combattues. Et des idées dès qu'elles sont anticommunistes, d'une manière ou d'une autre. C'est extraordinaire, parce que tout ce qui s'est noué au moment de la guerre continue à nous régir 70 ans après. C'est inouï. Les amitiés de ce temps-là, les fractures de ce temps-là, les allers-retours politiques des uns et des autres, tout ça continue à se payer aujourd'hui. Et ce que je voudrais, c'est pour ça que je l'ai appelé la France Colin-Maillard, c'est parce que on avait eu la France Orange Mécanique il y a 10 ans où on dénonçait la violence. Enfin, c'était pas moi cette fois, c'était donc un auteur qui avait vraiment visé juste sur ce plan-là. Et moi, j'ai voulu dénoncer également quelque chose, mais une violence psychologique qui est exercée par l'oligarchie et comment elle a profité de la mise en place, par exemple, en 1972, donc le parti, le Front National se crée et on prend la loi Pleven. Ouais. Et on pousse Jean-Marie Le Pen à aller à la télévision et on lui pose des questions sur des points dont on sait qu'il ne va pas donner la bonne réponse. Pourquoi ? Parce que, alors ce que j'essaye de montrer aussi, c'est que il est anti-système. Il se veut anti-système. Je voudrais dire aux jeunes gens qui nous écoutent, puisque j'en fais un petit peu de publicité, que dans le dernier Nouveau Conservateur numéro 19, où je parle des nouvelles figures... Le numéro hebdomadaire, oui, parce qu'il y a le trimestriel. Non, il est mensuel. Il est mensuel, voilà, celui-là, c'est parce ça. qu'il y a le trimestriel aussi. Oui, mais pour le moment, Ouais, on est dans une série de mensuels, en fait. D'accord. Et donc, les nouvelles figures de la droite mondiale, où je parle de Le Pen, qui vient de mourir quand j'ai écrit cet article, de Trump, de Musk, de Milei, etc. Et je dis, ils ont un point commun, c'est de vouloir être anti-système. Après, il faut y arriver, ça c'est autre chose, mais de vouloir être anti-système. Or, Le Pen, c'est vraiment ça. Mais comment concevait-il le fait d'être anti-système ? D'une manière jugée absolument répréhensible, car il voulait abolir les lois mémorielles. Oui. C'est ça. Et donc, c'est finalement... Donc, le promouvoir et en même temps le faire... Alors, pas tomber dans un piège, il a récusé ça. Je l'avais invité ici et il m'a regardé quand j'ai dit ça comme si j'avais dit une énormité. Non, c'est pas un piège puisqu'il l'a répété, comme je le raconte, en avril 2014. C'est que c'était son idée. Ce parti devait servir à desserrer l'étau et donc à effacer les lois mémorielles et les interdictions de s'occuper de la période 40-45, par exemple. Donc, d'où la liberté de la parole, la liberté de la métaphore et la provocation. Et la Parce provocation, que ces gens bien sûr. n'ont pas l'ambition d'avoir le pouvoir. Ils veulent, à la racine... Vous savez, je crois, on a beaucoup dit ça, mais moi j'en ai discuté avec lui et tout le monde veut le beurre et l'argent du beurre. Tout le monde. C'est-à-dire que chaque politique veut à la fois garder sa personnalité, garder son cap et prendre le pouvoir sans réaliser. Et un autre qu'on connaît bien, qui est Éric Zemmour, a eu ce problème-là aussi. C'est-à-dire que il ne peut pas rester sur un créneau qui, en fait, ne fait pas plus de 10%. Oui. C'était le même problème pour Le Pen. Oui. On l'a vu. Et alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que les efforts de Marine Le Pen pour dédiaboliser,
pour dédiaboliser, elle a d'abord exclu son père parce que justement, elle a pensé que sa manière à lui d'être anti-système était trop focalisée sur ces problèmes-là. Mais vous dites aussi dans le livre qu'elle ne l'a exclu qu'à l'extrême. Il l'a provoqué réellement. Elle lui a demandé d'arrêter d'aborder ces questions de parce détail, que beaucoup de gens lui demandaient. passer à un autre discours. Et quand il l'a provoqué en revenant, en disant cette phrase incroyable, c'est que c'est un détail. La chambre à gaz, un détail de la guerre 40. Et à moins de dire que, oui, voilà. À moins de dire que c'est le contraire. On est dans le ridicule. Alors, avant de laisser Axel et la simplement, jeunesse, oui, juste... vous voulez pas que la jeunesse vous lynche un peu, non? Non, mais je voulais juste terminer le propos. J'en prie, oui. C'est que, on va encore me reprocher de couper la parole. Juste terminer le propos. C'est que la première partie du livre, c'est une prof de fac en politique, et c'est « je découvre l'ostracisme ». Et je dis « oui, il existe ». Non, il ne se victimise pas, ce n'est pas vrai. C'est un ostracisme qui existe, que j'ai vécu personnellement de manière assez douloureuse, et que beaucoup de gens qui vont dans cette direction idéologique ou qui ne vont pas plutôt dans les autres directions, eh bien, ressentent. Tandis que dans la deuxième partie, là, c'est une analyse du mécanisme. Comment ça s'est mis en place. Et juste, je voulais terminer sur Marine Le Pen. Donc, je me trouve donc en 2014 dans un taxi et tout d'un coup, j'entends exactement les mêmes mots. Les chambres à gaz, c'est un détail, etc. Et je dis au chauffeur, mais c'est l'interview de 1987. Il me dit non, il est en train de parler à Bourdin. Et là, connaissant Marine, je me suis dit, alors là, on va vers la fin, là, on va vers l'explosion, parce que ça va pas être possible. Et alors, simplement, en réalité, elle a ratissé beaucoup plus large. C'est-à-dire que elle a exclu son père, elle a eu beaucoup de mal à le faire, mais on lui demandait depuis longtemps de le faire, mais elle s'est résolue avec beaucoup de mal, parce qu'il y a un lien affectif qui est très fort. Et puis... qui s'est révélé beaucoup après sa mort. Mais elle a été beaucoup plus loin, c'est-à-dire sur plein d'autres sujets, notamment l'islam, etc. Elle ne voulait pas être sur la ligne la plus dure. Vous les citez tous. Oui. Toute la dédiabolisation, ça concerne l'islam, l'immigration, tout ce que Bardella est en train de faire, d'ailleurs. Oui, mais alors, on va voir avec lui, mais bon... Malheureusement, ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais. Et ça, c'est ce que disait Le Pen. Il disait, ça suffira jamais. Et on le voit bien, puisqu'aujourd'hui, encore en 2023, Macron, je le cite au début d'un chapitre, a dit, mais non, on ne veut pas de ces gens-là parce que c'est avec les voix du Front National. La même chose que Chirac en 1998. Absolument. Donc rien n'a changé. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que ce complot de la gauche... y compris Mitterrand, qui était pas de gauche, mais qui a fini par diriger la gauche, ce complot de la gauche vise tout simplement à ce que la gauche reste au pouvoir indéfiniment. Réveillez-vous, ne vous laissez pas faire. Quand on vous dit ce sont des méchants, ce sont des nazis, etc., mais réfléchissez 5 minutes. Le Pen, il avait 11 ans pendant la guerre, il pouvait être nazi, il avait un uniforme, enfin, il faut arrêter. Donc, il faut être sur des terrains beaucoup plus rationnels. Là, c'est un emballement, c'est un phénomène de foule. Et donc, je dis aux gens, réfléchissez, ne vous laissez pas. Une fois de plus, et Macron, comme vous le disiez tout à l'heure, est extrêmement fort dans la séduction. Bien sûr, oui, il divise. Il sait diviser. Le jour du scrutin, il est allé à Oradour-sur-Glane, mais il fera tout le temps ça. Et si c'est quelqu'un de son clan qui arrive au pouvoir, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire, on voit très bien qu'il n'est pas uniquement ennemi de ses ennemis, il est ennemi de ses amis aussi. Voilà, Attal et le reste. Mais je veux lire un peu l'ouverture de votre livre, que je trouve incroyablement rythmé et qui résume tout. Et après, j'aimerais bien qu'Axel, qui n'est pas franco-libanaise, qui est franco, je ne sais pas combien de générations avec elle. Et alors, la France Colin Maillard. La vie politique française ressemble à un jeu de Colin Maillard. Une orchestration médiatique permanente fait des électeurs une foule manipulée, aveuglée par un épais bandeau de mensonges. Le peuple veut savoir qui est tout, qui parle, et d'où il parle. Mais il tend des mains impuissantes vers des politiciens aux verbes changeants. Et quand soudain il croit en reconnaître un et le choisit, on le lui escamote. Hier, François Mitterrand, demain peut-être, Marine Le Pen. Vous avez dit Villon comme moi. Non, j'ai dit Fillon. Ça va, un auditeur. Voilà. Marine Le Pen, mais c'est presque prévisible parce que c'était avant qu'elle ne soit, comme vous avez voulu revenir chez les Grecs, la voulait la ostraciser. C'est les Grecs qui envoyaient ces bulletins. Même Périclès, vous savez, a été ostracisé. Quand il a voulu envahir Sparte après avoir gagné contre les Perses, ils ont mis des billets, comme vous l'avez dit, et ça marchait là chez les Grecs quand on met.
En fait, alors, Et Axel, jeune génération, vous avez vécu une bonne période, l'arrivée. Vous avez en face de vous un nouveau paysage politique. Comment vous recevez cette analyse brillante de Catherine Rouillet? Merci déjà pour cette analyse. Moi, j'ai l'impression en fait que le Rassemblement national s'est fait a refusé la position anti-système et s'est fait broyer par le système parce que et c'est le problème aussi que la France, de manière générale, les Français, c'est qu'ils ont pensé qu'en étant polis, avec la stratégie de dédiabolisation, que leurs opposants, le pouvoir, n'allaient pas aller jusque-là. À chaque fois, mais les Français, c'est la même chose pour les ZFE, pour la politique, enfin la PPE 3, le plan de programmation de la politique énergétique, les TPE ou autres, à chaque fois, et Marine Le Pen s'est complètement fourvoyée là-dessus, en disant, bon, on est les gentils, et en fait, la bataille ne se fait pas à armes égales. Et je pense qu'au fur et à mesure, en fait, le peuple français se détourne aussi de... Marine Le Pen, je ne pense pas que ça soit une bonne nouvelle du tout pour la classe politique, en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, et c'est ce que Alexandre Jardin est en train de faire aussi avec Fabien Bouglet, notamment au travers de la manifestation du 17 mai, qui sera contre les ZFE, contre la PPE 3, les Français vont commencer, et qui est appuyé par aussi les maires, qui est appuyé localement. Donc c'est un peu l'idée de faire des gilets jaunes bis, mais de manière structurée. Le peuple va de plus en plus se détourner de la classe politique et dégoûter parce que aussi le RN a fait des compromissions, s'est tu sur certains sujets pour avoir aussi être mieux vu par une plus large partie de la population. Et la stratégie, je pense, n'a pas été forcément la bonne. Et la condamnation de Marine Le Pen est un très mauvais signal. Et je pense que la classe politique devrait aussi s'en inquiéter. Catherine, réaction à cette jeunesse qui s'inquiète, mais qui est lucide. Oui, mais... Très lucide, Axel. Oui, mais hélas, justement, trop partagé. C'est-à-dire que il faut quand même... C'est pour ça que je parle du système de parti, parce que on a l'impression aujourd'hui, et c'est un petit peu normal, avec Internet, tout est égalisé, etc. On a l'impression que les gens sont tous de plein pied avec la politique, et que... mais entre eux, petits électeurs, et le pouvoir, il y a un système de parti. Et on ne peut pas, comme Marine Le Pen, vouloir le pouvoir, parce que pour le coup, elle le veut, et ne pas comprendre que 37, c'est bien, mais il faut 50. Et s'il faut 50, on est obligé de marcher sur les marges du parti, en quelque sorte, l'élargir le plus possible, de manière à ce qu'on passe cette fameuse barrière. Donc, tout ce que j'entends et qui m'attriste, parce que oui, je comprends très bien que ce soit ressenti comme ça, mais il faut avoir l'esprit d'une armée pour gagner. Si on ne l'a pas, on ne gagnera jamais. Donc, le général fait des erreurs, peut-être. Le général fait des compromis qui ne nous plaisent pas, parce que nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur, etc., etc. Peut-être. Mais lui veut gagner. Elle veut gagner, peu importe. Mais, et dans ce cas-là, il faut vraiment... Si on veut gagner, si on veut discuter, débattre... Moi, j'ai fait ce livre justement parce que des articles, des débats, des trucs, j'en ai fait beaucoup et j'en ferai beaucoup. Donc, j'ai fait ce livre pour dire aux gens, attention, réveillez-vous, on ne joue plus, on a des choses extrêmement graves qui se passent dans les écoles, on a des choses extrêmement graves. C'est-à-dire que vraiment, je suis d'accord là-dessus avec Philippe de Villiers, on est vraiment au bord du gouffre là. Donc, pour les choses qui nous tiennent à cœur, il y a des gens qui s'en fichent complètement de tout ça, mais pour ceux, notamment chrétiens, auxquels ça tient à cœur, il faut se réveiller, il faut arrêter de jouer et arrêter de critiquer. Alors, je ne dis pas qu'il faut être comme des... Tous les jours, on peut critiquer, mais quand on a le bulletin de vote dans le secret de l'isoloir, il ne faut pas se tromper. Voilà. Même si le général a fait ci, a fait ça, n'a pas fait ce qu'il fallait, il y a toujours derrière un calcul électoral. Toujours. Absolument, oui. Toujours. Mais le mot de Tolstoï dans le grand roman que vous avez tous lu, j'espère, Guerre et paix, il dit... Quand quelqu'un nous fait une révolution pour toucher à notre culture, à notre racine, notre réponse ne peut pas être une simple réaction. Elle doit être une révolution aussi égale, aussi entière, au nom des racines. Et c'est pourquoi je voudrais revenir à ce symbole que vous citez, le cri de Jean-Marie Le Pen, que j'ai vu plusieurs fois avant sa mort,
Et quand je lui ai parlé du pouvoir, de la prise du pouvoir, il a éclaté de rire. C'était quelques semaines avant sa mort. Il m'a dit, vous savez, ça ne m'intéresse pas parce que ça passe. Regardez, depuis César. Ça passe. Oui, C'est des choses qui passent et ne m'intéressent pas. Et je le crois. Je le crois. Il a dit ça au seuil de la mort, mais 20 ans avant, il le voulait quand même. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre fille? Il devait venir ici ou faire ça au téléphone. Je ne l'ai pas eu, mais il m'a dit, elle va être présidente. Il a éclaté de rire. Bon, là, j'ai Orléans qui se prépare aux manifestations johanniques. Je crois que Claudia a pu avoir notre Héloïse d'Orléans, Héloïse Delepoule d'Orléans, qui va me parler qui est une habituée de mon émission. Mais là, chère Héloïse, c'est un peu les souvenirs d'enfance. Vous avez failli être cavalière, parce que vous l'êtes vous-même, et le choix se fait. Il faut que la Jeanne d'Orléans puisse un peu assumer presque au moins un 7e galop. Est-ce que Héloïse m'entend? Oui, oui, Antoine, je vous entends très bien. Alors, on vous écoute, chère Héloïse. Comment se passent les fêtes johanniques? J'ai appris que votre frère va être un des écuyers de Jeanne d'Arc. Oui, exactement. Il va être dans le cortège des nombreux écuyers qui vont suivre Jeanne d'Arc. Et il en fera partie, effectivement, cette année. Donc, ils vont marcher dans toute la ville sur leurs chevaux, avec leurs beaux costumes d'époque, accompagnés de nombreuses familles, de nombreux jeunes, et aussi de plein d'artisans qui viennent un peu de partout de la France. Et ils sont là pour présenter tout ce qui existait au Moyen-Âge pendant justement des fêtes telles que celle-ci. Donc Orléans va être plongé dans la vie moyenâgeuse, dans la vie médiévale là, ça a commencé le 28 avril, ça se termine le 8 mai. Donc le 28 avril, il y a eu l'échange des épées, l'échange de l'épée dans la cathédrale d'Orléans avec l'évêque Monseigneur Blacard, qui était là pour superviser cet échange. Donc comme à l'époque où l'épée c'était le symbole de la guerrière Jeanne. Et donc chaque année, l'ancienne Jeanne passe l'épée à la nouvelle Jeanne. Elle est sacrée un peu dans la cathédrale. Et après, elle va défiler. Donc, elle a fait un défilé il n'y a pas si longtemps, le 1er mai, le premier défilé de Jeanne d'Arc. Et il y aura le deuxième défilé pour la commémoration aussi de 39-45, mais aussi du coup de Jeanne qui libère Orléans. Et donc, elle va défiler avec ses écuyers, la fanfare, tout le monde, et les blindés militaires et les militaires. Tout le monde va défiler ensemble. Et il y a beaucoup de monde qui vient à Orléans pour ça. Donc, c'est très agréable. C'est assez agréable de se replonger comme ça pendant une semaine, pendant quelques jours, de se replonger dans l'époque médiévale avec quand même une figure assez historique, parce que Jeanne d'Arc, elle a quand même sauvé la France des Anglais. Hein. Donc, c'est pas rien. Elle a fait en sorte que notre roi soit couronné et que la France regagne son pouvoir, quoi. Donc c'est une très belle aventure et s'il y a des familles pas loin, je les invite évidemment à y aller. À mon avis, elles vont passer un très bon moment. Chaque année, nous on y va. Là, mon frère il fait partie. Moi, j'aurais pu faire partie des Jeanne d'Arc puisque j'étais orléanaise, j'avais mon galop 4, donc pas de problème. Mais à chaque fois, comme je vous dis, j'avais soit des camps scouts, soit d'autres choses à faire. Donc, j'ai eu des amis qui l'ont fait et en général, c'est plutôt une brune, pas tellement une blonde, mais c'est plutôt une brune comme Jeanne d'Arc. Avec on lui coupe les cheveux et elle a les cheveux courts comme la Jeanne. Et voilà, et elle défile avec son armure sous le soleil, mais elles sont courageuses et elles défilent toute la journée et elles font coucou toute la journée. Donc, elles sont très courageuses et comme les écuyers qui l'accompagnent aussi. Mais c'est très beau. Ah oui, c'est très beau et c'est agréable de s'en rappeler. D'où le coup de Charlotte d'Arnolas, que j'ai bien connue, mais là, elle ne mettait pas les mêmes boucles d'oreilles à l'époque comme Jeanne. Elle s'est coupé les cheveux. Donc, salut à Charlotte d'Arnolas, que je connais bien et que j'encourage dans ses brillantes interventions. Donc, actuellement, Orléans se prépare, mais je devine toutes les filles sont des Jeanne d'Arc. Et quand Jean-Marie Le Pen dit devant la statue avec sa veste rouge, Jeanne, au secours! Vous étiez toutes touchées par cet appel, sans être du parti ou d'autre, mais que Jeanne soit invoquée. Et d'ailleurs, Catherine Rouvier, dans votre livre, vous analysez ce moment, Jeanne au secours de Jean-Marie Le Pen. Vous lui donnez une sorte de stratégie politique, d'ailleurs, quoi. Il voulait éveiller un peu le danger. C'était vraiment le moment où il contestait la dédiabolisation. C'est ça, c'était vraiment le moment où il se disait...
mais on va aller dans une direction qui va nous faire perdre finalement l'essentiel. Voilà. Donc c'était très émouvant, Il effectivement. avait raison. On ne sait pas. Si vous dites on avait raison, il faut que vous disiez alors il faut faire un coup d'État. Mais par la démocratie, elle a raison. Par la démocratie, il faut élargir le socle des électeurs. Sinon, moi, le coup d'État, je trouve ça très bien personnellement. Mais Bien sûr. Mais Alors, la Constitution de Héloïse, en tant que fille d'Orléans... 58, c'était 2 coups Pardon, d'État, c'est d'ailleurs. Axel qui parle, oui, Axel. oh non, je parle de suite Napoléon. Non, Ah. c'était légal en 58 Oui, ou mais presque. de Gaulle, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était aussi, il est arrivé au pouvoir avec... coup Non, d'État. on a été le chercher. C'est pas lui qui est arrivé sur son armée dans l'Assemblée nationale comme Napoléon, quand même. Ah oui, ça c'est autre chose. Son Enfin, frère lui a fait Ne d'ailleurs... vous méprenez pas, je n'incite personne à faire un coup d'État, hein, soyons clairs. C'est juste que, voilà, ça fait partie des hypothèses. Si on se dit, on ne peut pas arriver à ce que 50% de la population vous élise, parce qu'on a des idées... Donc on n'a qu'à lui donner, au nom du droit, sa chance de se présenter. Et je crois, à mon avis, je soupçonne Macron de lui redonner cette chance parce qu'il n'a pas envie que les siens passent au pouvoir. Ah, Il a envie qu'il soit un vide. oui, mais enfin, il s'en va, Rita. donc il est moins motivé qu'avant. Bah, quoi. en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, il lui a même pas laissé sa chance. Il a dû aller emprunter de l'argent en Russie, Ah oui, justement oui, à cause oui. de Macron. Oui, oui, Donc, ça faut- c'est le Mais- banquier. voilà. Mais le Mais- banquier a plusieurs facettes. Oui, Mais Il si, peut lui donner si la vous chance, avez oui. un jour le plaisir de lire mon livre, vous verrez que c'est très très ancien. Que ça, c'est la pointe de l'iceberg, mais que ça commence vraiment il y a 40 ans et Mais plus. chère Catherine, plus. par la dissolution de l'Assemblée que vous analysez bien à l'intérieur, il a quand même augmenté le nombre de places au Front National, alors oui. Rassemblement National dans le Parlement. Non, pas du tout. Ah si, pas il y du aurait tout. plus Non, de moi députés. alors là, moi j'ai suivi ces élections pas à pas. J'étais sur le Mais terrain. on est passé à un chiffre Non, plus non, grand. non. Je ne sais pas si vous avez vu, mais non. Oui, On est passé à un chiffre plus grand. Ça aurait dû être la majorité, tout simplement. oui, mais Ah, le mais chiffre oui. est plus grand. Non, non, mais là, c'était possible. Là, la majorité était possible. Oui, mais C'est bien sûr. pour cela qu'il Il a va pas complètement tout lui faussé le donner. scrutin. Il donne un peu pour embêter ses amis, Non, mais c'est- il lui donne pas de quoi régner. C'est Écoutez, tout. moi C'est ça, le diable. j'appelle ça un coup d'État électoral. Alors je dis, Ouais, je dis tout aux à fait. auditeurs, Mais- si mais- vous allez voir ce chapitre sur le coup d'État électoral, parce que ça m'agace tellement d'entendre les gens dire « Oh ben si, ben c'est normal, ben ils n'ont pas eu la majorité, c'est tout. » Non, c'est pas tout. Ils l'auraient eu. C'est ça. Et donc c'est quand même important de le dire. Donc je vais, avant Héloïse, il nous reste, Claudia, pas mal de minutes, là, n'est-ce pas Oui, alors j'aimerais bien qu'Héloïse aussi réagisse en tant que fille d'Orléans, parce que Jeanne, c'est pas le passé ni le Moyen-Âge, uniquement dans les costumes, c'est aussi aujourd'hui. Comment vous sentez, vous, votre génération, Héloïse, un peu... Est-ce que vous sentez que la France est à la dérive ou vous avez un rôle à jouer? Vous qui allez voyager en tant qu'hôtesse à travers le monde, quelle est votre place comme une Jeanne vivante? Je trouve que déjà, vous avez soulevé un point très important, c'est que ma génération est la génération du voyage. Et que, en général, qu'on fasse des études de Sciences Po, de commerce, de droit ou de quoi que ce soit, en général, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, les écoles poussent les étudiants à aller voir ce qui se passe dans les autres pays. Et que donc, en étant partie en Hongrie et au Portugal, j'ai pu un peu voir comment c'était là-bas. Et c'était très intéressant. Et donc, j'en suis venue à me dire qu'effectivement, si j'ai arrêté mes études à mon master de relations internationales, c'est bien parce qu'effectivement, je voyais que, moi, mon avenir, il est clairement pas en France. J'ai pas mal d'amis qui pensent comme moi. Je sais pas si la France se relèvera d'elle-même, j'en sais rien, mais de toute façon, ça sera comme un phénix, elle renaîtra de ses cendres si jamais il y a un problème, ça c'est sûr, comme elle a toujours fait. Voilà, elle n'a pas forcément besoin... En général, son peuple sait se réveiller quand il faut. Non, 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 elle a besoin de vous. moi, Restez. Elle a besoin de vous. Restez. Honnêtement, j'ai pas envie de rester. Comme Antoine l'a dit, franchement, en fait, tant qu'on n'a pas quelqu'un qui va nous dire bon, voilà, on va partir de l'Union européenne parce que c'est ce qui nous amène dans le mur depuis 30-40 ans, comme le dit si bien Charles Gave, un économiste que j'adore. Effectivement, là-dessus, il a totalement raison. Voilà, la France, ça fait 30-40 ans qu'avec l'Union européenne, l'arrivée de l'euro en 2002, voilà, clairement, on passe sous l'eau, on est en train de couler. La sainte maquerelle van der Leyen ne fait que ce qu'elle veut. Notre souveraineté en 2005, Attention, vous allez avoir un procès là. Elle n'est pas maquerelle. Non, je vous rassure, elle a d'autres défauts. Oui, non, évidemment. Non, mais évidemment. Mais donc voilà, on a remis notre souveraineté gentiment dans les mains de l'Union européenne, même si on avait voté contre. Sarkozy nous a dit oui, mais en fait, quand même si. Bon, on a compris que les référendums, ça ne servirait plus à rien.
Donc en fait, nous, si on n'a pas notre génération, je sais qu'elle croit plus trop dans les élections, tout ça, à la gauche, à droite, le centre. Je sais que comme c'est une génération qui voyage énormément, comme on connaît pas mal maintenant les autres pays, là j'ai des cousines qui sont en Amérique du Sud, j'en ai qui vont y retourner. Bon, on a de la chance aujourd'hui, on voyage pas mal, donc ça c'est vachement bien pour avoir un point de vue un peu plus large. Et effectivement, la France, comme c'est le pilier de l'Union européenne, avec l'Allemagne et l'Italie, je pense qu'à mon avis, on ne pourra jamais sortir sans que ça détruise toute l'Union européenne. Et la Commission européenne et l'Assemblée européenne ne va jamais laisser faire ça. Sinon, ils sont complètement à plat. L'Angleterre a pu partir parce qu'effectivement, elle avait pas forcément... déjà, elle n'avait pas du tout accepté l'euro. Et déjà, c'était pas... elle n'était pas point lié avec toute la Commission. Donc, elle a pu se faire ce mouvement de retrait. Et comme le dit Charles, effectivement, si l'Angleterre part, c'est que ça sent le roussi, quoi. Et c'est qu'effectivement, nous, notre génération, on sent bien que ça sent le roussi. On n'a pas envie de faire partie des décombres parce qu'on sait très bien que ça va passer sur nous. C'est déjà nous, avec nos futurs emplois, qui payons tous ceux qui préfèrent rester là et ne rien faire. Bon, la Suède a coupé les vivres à ceux qui étaient là et ne voulaient rien faire. Et je peux vous dire que ça a très bien marché et qu'il y a une grosse partie de l'immigration qui est partie dans les pays d'à côté. Bon, tant qu'on n'a pas quelqu'un au pouvoir comme Milei qui arrive avec sa grosse tronçonneuse et qui dit maintenant ça suffit, je pense qu'en France, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'avenir si on n'a pas quelqu'un de très fort comme ça. Pas qui cherche absolument à aller au pouvoir, mais qui cherche plutôt à sauver son pays. Moi, ce que j'aimais pas, c'était que vous ayez dit que Marine, elle veut le pouvoir. Les gens qui veulent le pouvoir, c'est pas forcément les gens qui veulent que leur pays aille mieux. Je sais que dans son esprit, elle est comme ça, elle veut que ça aille mieux, elle veut que machin, mais elle se rend pas compte que peut-être qu'en étant un peu trop élargie, en étant un peu trop, en allant chercher des voix à droite à gauche, finalement, les vrais Français qui sont là depuis des générations, c'est pas qu'ils voient ça un peu comme un retournement de veste. Mais moi, ça m'a beaucoup étonnée. C'est pour ça que finalement, je me suis renseignée plus sur Zemmour. J'ai vu un peu ce qu'il faisait, ce qu'il avait comme idée. Je trouve que ses idées sont, oui, certes, beaucoup plus tranchées, beaucoup plus dures peut-être. Mais à mon avis, il faudra plus quelqu'un comme Zemmour qui s'en fout, qui dit ce qu'il veut et qui parle de ce qu'il veut, plutôt que quelqu'un qui essaie d'arrondir les angles. Parce que, à mon avis, c'est pas comme ça qu'on va sauver la France, en arrondissant les angles. Et à mon avis, il va falloir un Milei ou un Trump qui s'en fout aussi. Enfin voilà, il faudra quelqu'un d'un peu plus fort, je pense, caractériellement, et qui n'a pas peur c'est navrant ce que vous faire dites. Trembler la Ce que vous dites est européenne. navrant. Voilà, Catherine, vous pouvez répondre. C'est navrant parce que malheureusement, ils sont des milliers à agir comme ça. Des milliers à vouloir quitter le pays. Il faut poser des bonnes questions. Non, je suis désolée. Non, c'est navrant. Non, vous avez le droit, Héloïse. Ah oui, Catherine, vous leur donnez quel espoir à cette jeunesse? Parce qu'il y a une révolte chez Héloïse, là. Il y a une révolte mais justifiée. On peut pas les retenir, c'est tout. Mais je trouve que d'abord, ce sont des jugements... Voilà, ce sont des jugements qui traînent un peu partout, c'est pas du tout original. Et tout simplement, la moitié n'est pas vraie, c'est tout. Voilà. De toute façon, chère Catherine... L'Europe est un sujet extrêmement complexe. Et au lieu de se battre comme font d'ailleurs, comme a fait Reconquête, même si aujourd'hui Reconquête n'a plus qu'une seule députée qui est Sarah Knafo, mais au moins elle se bat, c'est déjà très bien. Et comme l'a fait Marion, etc. On a réussi à faire bouger la droite au Parlement européen. Il faut continuer, c'est tout. Partir, c'est simplement impossible et ridicule. De toute façon, dans votre livre, parce qu'il s'agissait d'être autour de vous, chère Catherine, vous proposez à la fin que faire, et je donne les grands axes, et je vous réinviterai avec d'autres, justement, jeunes pour parler ça. Vous dites « donner de l'oxygène au cerveau droit par l'élaboration d'un programme commun ». Il faut, deuxièmement, en finir avec le syndrome de Stockholm, nous le connaissons tous, et enfin, en finir avec le fatalisme, la volonté politique et la clé. Vous reprochez un peu à Héloïse d'être un peu fataliste. Non, mais je ne la vise pas du tout, elle. C'est un phénomène de génération, malheureusement, qui risque de plomber la France et effectivement de la faire tomber. Pour illustrer simplement ce que vous avez dit là, c'est-à-dire ce que j'ai écrit, il faut regarder en Italie. Oui. Il faut regarder que cette jeune fille-là qui vous parlait, Héloïse, aille regarder ce qui se passe en Italie, qu'elle voit comment cette femme, cette petite femme pour le coup, c'était la Jeanne d'Arc locale, mais comment elle a, par sa seule volonté, sans toucher au mode de scrutin, c'est ce que je dis dans la fin du livre,
On vit dans des tas d'illusions que j'entends à travers sa voix. C'est-à-dire l'illusion que, voilà, si on sort de l'Europe, ça va bien, il suffit de changer le mode de scrutin, etc. Mais non. Donc il faut une autre émission avec vous, parce qu'il ne reste qu'une minute. Ma chef d'orchestre, Claudia, me le signale. Je remercie les auditeurs. Les questions qui sont arrivées, je vous enverrai les réponses par mail. Et puis, quand je retrouverai Catherine Rouvier dans d'autres circonstances, je reposerai ces questions à Catherine, mais je réponds à toutes les questions par mail s'il le faut. Je remercie Axel, Rita la guerrière, Youssef le moine saint miraculeux. Merci à vous surtout, merci à vous et de nous avoir Catherine invités. Rouvier et la Jeanne qui ne montera pas à cheval, mais qui n'a pas mal chevauché. Vous avez en face de vous un tempérament, et elle partira 100 fois en Italie dans sa vie. C'est une hôtesse Air France. Enfin, ou je sais pas. Héloïse, toujours avec nous. Oui, Antoine. toujours là, Embrassez toujours là. l'écuyer et vous lui dites quel est son prénom, votre petit frère. Léopold. Vous dites à Léopold, il est invité le 31 dans mon émission, mais pour parler de son expérience comme écuyer. Peut-être je réussirai à voir Jeanne, vous m'aiderez à voir celle qui a joué Jeanne. J'en ai eu 2, Charlotte Dornelas et Thaïs de Cuman. Voilà, adieu mes chers auditeurs, je vous retrouve le 31. Merci Claudia et merci vous tous et vive la France et le Liban.